Retour dans cette émission avec la troisième et dernière partie. Ferdinand, nous restons toujours avec cette histoire de la HAC, ces déboires de la HAC. Il ne faut pas, fallait-il pas revoir la composition même de la HAC? Aujourd'hui, on sait que c'est à l'Assemblée nationale qu'on décide, les partis politiques, les partis de l'opposition, du pouvoir, choisissent des gens. Le président de la République choisit quelques personnes pour leur entrée à la HAC. Il ne faut pas qu'on donne l'opportunité aux journalistes, même bien les organisations de presse, de choisir les membres de la HAC. Bon, moi je pense que peut-être que la recomposition est à revoir, mais on ne peut pas dénier au président de la République ou à l'Assemblée nationale de choisir des gens. Mais peut-être que c'est le profil des gens à choisir qu'il faut revoir. Parce que je n'ai jamais compris ce que les politiques vont chercher à la HAC. On dit la HAC, on demande aux partis politiques d'envoyer des représentants à la HAC. Je ne sais pas ce qu'ils vont chercher à la HAC. Parfois, ils envoient des gens qui n'ont rien à voir avec le journalisme. On les envoie à la HAC, ils vont là-bas, ils dorment, ou bien certains tournent kazakh, et c'est eux qui sont les plus virulents, vous voyez. Et donc, s'il y a un lobbying ou bien une action à faire, les organisations aussi, elles sont vraiment responsables. Et elles savent ce qu'elles veulent. Elles ont une vision, ou elles sont animées par des gens qui ont une vision. Et il y a tellement de problèmes dans la presse togolaise que ce n'est pas seulement de la HAC qu'il faut parler. C'est pas seulement de la HAC qu'il faut parler. Quand on le dit, on pense que bon, parce que vous parlez trop, vous voyez. Donc oui, il faut revoir la HAC, il faut revoir le choix des gens qui vont à la HAC. Il faut qu'il y ait moins des gens des médias privés, des médias publics à la HAC. Il faut avoir des gens des médias privés. Oui, il faut que peut-être le président il faut que le président de la République désigne des gens, il faut que l'Assemblée désigne des gens, mais il faut des gens qui comprennent ce que c'est que la presse privée. Il ne faut pas emmener des gens qui sont là, qui ont fait toute leur carrière à faire un journal de 15 minutes à Radio Lomé ou à la TVT et à faire ça toute leur vie. À ne jamais fait une analyse critique, à ne jamais écrit un article. Vous voyez Togo Presse là, vous avez vu une fois quelqu'un qui a écrit un article, une analyse critique. Mais dans les journaux, les quotidiens gouvernementaux, comme en Côte d'Ivoire, Fraternité Matin, comme au Bénin, comme je ne sais pas, au Sénégal, tout ça, même dans les quotidiens gouvernementaux, on fait des analyses critiques. Chez nous, c'est le reportage, le chef de l'État a reçu ici, le préfet de Tandjouaré a reçu ici, à Top, Tandjouaré, Lomé, ceci, c'est ça. Et après ces gens-là, quand ils finissent leur carrière, on les envoie à la HAC pour des raisons politiques. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont venus pour faire. C'est peut-être même à la HAC qui commencent par lire les journaux privés parce que les journaux viennent là-bas, ils ont assez facile à ces journaux, ils commencent par les lire pour comprendre gratuitement d'ailleurs. Ils lisent les journaux gratuitement et ils se permettent même de manquer de respect aux journalistes. Ils lisent les journaux gratuitement, vous voyez. Et donc, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est aux organisations de presse de prendre leurs responsabilités. Moi je ne suis dans aucune organisation de presse et on sait que le management à la tête de nos organisations de presse aussi est à revoir. Les gens, ils prennent les organisations pour faire leur truc personnel. C'est vraiment dommage. Ce matin, non, hier, on a discuté encore avec un doyen. On parle de la maison de la presse au Togo. La maison de la presse au Togo, tous les autres pays sont venus s'inspirer de ce que le Togo faisait avant, qu'on appelait la maison du journalisme. Mais aujourd'hui, on n'a plus de maison de la presse. Les gars, ils sont allés acheter un bâtiment délabré dans un quartier perdu là-bas, dans les ordures, à côté des rails de Djoumassé là-bas. Quand on t'amène, on te dit que c'est la maison de la presse, tu as envie de vomir. Or, ils peuvent s'organiser en tant qu'organisation de presse pour mettre de la pression auprès du régime pour qu'on construise une maison de la presse, ou du moins qu'on octroie un terrain, et les journalistes vont négocier auprès des ambassades pour avoir des moyens. Moi, j'ai même fait des propositions aux gens qui sont à la tête des organisations de presse, pas sur papier. Je suis resté, j'ai écrit, je leur ai transmis, j'ai dit, faites ceci, c'est vous qui êtes à la tête des organisations. Personne n'a bougé, parce que les gens n'ont aucune vision. Vous savez, Isidore, aujourd'hui, on peut dire cette année-là, l'aide de l'État, l'aide que l'État accorde à la presse là, on bloque ça. On ne distribue rien à personne. Si c'est 150 millions, nous prenons 150 millions, on achète, je ne sais pas, 7 lots, 8 lots, quelque part, à Lomé. Pour la maison de la presse. On bloque cet argent. Parce que la distribution de cet argent, au bout du compte, les gens ont 500 000, les gens 1 million, ça ne sert absolument à rien. Donc, les organisations de presse peuvent faire une démarche vers le ministre de la Communication en disant, Monsieur le ministre, cette année,
voyez votre collègue des finances, on bloque cet argent. Cet argent, on va l'utiliser pour acheter au moins 8 lots au centre-ville de Lomé. Et l'année qui va suivre là, on va commencer par construire une maison de la presse. Parce que c'est l'image du pays qui en dépend. C'est l'image que nous avons vis-à-vis de nos collègues qui viennent nous visiter dans ce pays qui en dépend. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en démocratie et ne pas avoir une maison de la presse. Avoir une maison, un bâtiment où les tôles sont de 1970 ou de 1974, les tôles sont enlevées et le bâtiment coule et vous ne pouvez amener personne là-bas. Il faut être responsable. Donc, moi j'ai fait des propositions. Je ne me vante pas, mais je le dis, j'ai fait des propositions. Tu le sais. J'ai écrit, j'ai remis aux organisations. J'ai dit, faites le lobbying. Si vous allez voir le Premier ministre, vous allez voir le ministre de la Communication, vous leur exposez les problèmes, venez faire une conférence de presse. S'ils refusent de nous régler le problème, on va les attaquer. Nous sommes un pouvoir dans le pays. Quand on va tirer sur eux 2 semaines, ils vont se calmer, ils vont nous trouver les terrains. On va construire une maison de la presse. Si vous ne savez pas que vous êtes une force, restez là à tourner dans les couloirs, à chercher les bons d'essence et toute la corporation va s'effondrer. La preuve, un journaliste est décédé, paix à son âme, Tchakala, qui est avec nous, on faisait les débats. Il y a quoi? Il est malade, hein? On devait l'opérer, il n'a pas les moyens pour se faire opérer. Et vous avez vu tout ce qui a circulé sur les réseaux sociaux, il manquait 200 000 francs pour enlever même son corps. Quand il est décédé, il n'y avait pas d'argent. Est-ce que c'est normal pour une république? Est-ce que c'est normal pour un État? Ce n'est pas normal. Mais si ces choses-là ne touchent personne, c'est que le pays est à terre. Vous imaginez? Et donc, s'il y a des gens qu'il faut mettre devant leurs responsabilités, c'est les responsables des organisations. Toutes ces organisations que vous appelez là, elles ont des sièges. Or, si nous avons une maison de la presse aujourd'hui, chaque organisation aura son siège à la maison de la presse. Aujourd'hui, si vous prenez la tête de telle organisation, vous tenez le siège dans votre quartier. Demain, quand vous partez, l'autre qui vient aussi, il tient le siège là où il va. Et donc, ce n'est pas normal. Et donc, si nous-mêmes, au niveau de la presse, on ne s'organise pas, mais l'autorité ne va pas nous respecter. Et donc, moi, j'ai fait des propositions, mais les gens ne bougent pas, les gens sont à la tête des organisations pour se faire voir. Bon, la presse est dans les caniveaux, je suis désolé de le dire comme ça, et chacun se débrouille, voilà. Oui, bien sûr. Je crois qu'au-delà de cette question de revoir la composition et puis l'émanation même des membres de cette RAC, je crois que les errements ou les carences que présente aujourd'hui la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication posent fondamentalement un besoin de réorganisation de la société togolaise. Ça pose fondamentalement un besoin de gouvernement, de gouvernance même du pays. Vous savez, lorsque vous êtes un leader, vous devez avoir une vision pour votre pays à court, à moyen et à long terme. C'est-à-dire que vous prenez la société à un niveau donné, vous faites l'état des lieux, vous savez quel est l'état mental actuel des gens, quel est le niveau de performance des institutions de la République, et puis vous vous dites que d'ici 2 ans, il faudrait que quand même, on puisse avoir par exemple une RAC digne de ce nom, qui agit de façon professionnelle, etc. Qu'on puisse avoir une Assemblée nationale qui a un niveau de critique, en tout cas d'élévation de débat jusqu'à un niveau donné. C'est-à-dire que vous avez une vision pour votre pays et puis vous schématisez la chose en choisissant justement les pions en fonction d'eux. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que tous ces problèmes-là dont nous parlons, parce que quand la RAC pose un acte qui est maladroit, ça réjaillit directement sur l'image du pays. Vous allez voir le classement qui sera fait par Reporters sans frontières à propos des pays, mais nous allons dégringoler. Parce que fondamentalement, les actes que pose la RAC compromettent justement le principe de la liberté d'expression dans le pays. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a un problème même de vision par rapport à la gouvernance. Et ça, j'interpelle justement la première autorité du pays pour que le président de la République puisse comprendre que tout ça là, en fait, ça compromet lui-même son propre mandat et son style même de gouvernance. Il va falloir poser des actes très forts et puis faire en sorte que les gens puissent s'assumer. Ça, c'est d'un premier point. Deuxième chose, nous-mêmes les acteurs, que ce soit de la presse, en tout cas citoyens que nous sommes, il faut qu'on comprenne que pour se faire une marge, pour pouvoir avoir l'expression qu'il faut, il faut que chacun apprenne à s'assumer, à prendre des initiatives, à comprendre que c'est par les actes que tu poses chaque jour qui vont contribuer justement à créer l'espace commun pour nous tous. Est-ce que vous voyez? Donc si chacun comprend ça, lorsque vous êtes par exemple un membre de la RAC, vous n'allez pas dire, bon ben je suis dans une institution, vous connaissez le système, non? Donc nous on ne pouvait rien. Parce que quand ils prennent des décisions comme ça, si vous les prenez en aparté, ils disent, ben toi-même tu connais le système. Mais c'est quoi le système? Si ce n'est pas l'ensemble des actes que pose chaque
individu fusionner qui finissent par justement pour constituer un système. Donc il faut que chacun comprenne que pour qu'un État puisse se construire, c'est par l'action de chaque individu. Et donc il ne faudrait pas que certains se disent, bon ben ce n'est pas nous, c'est les autres qui doivent faire, c'est parce qu'on a reçu un tel coup de fil. Mais celui qui donne le coup de fil, mais demandez-vous, est-ce qu'il est professionnel de votre domaine? Si c'était le cas, pourquoi il n'est pas à votre place? Si vous êtes là-bas, c'est parce que vous avez une plus-value à apporter. Vous avez une contribution à donner. Vous avez quelque chose qui vous est propre, spécifique, que les gens reconnaissent. Et c'est pour ça qu'on vous a mis là-bas, pour que vous puissiez vous révéler. Non seulement vous révéler, mais révéler l'institution que vous êtes supposé incarner. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut vraiment un travail de conscientisation pour que les gens commencent à s'assumer. Comme il a dit, par exemple, la presse écrite, et en tout cas la presse dans son ensemble. Si les organisations de presse, si chaque journaliste ne décide pas de se donner une aura qu'il respecte, donner une marge, essayer de s'assumer, de s'affirmer et de s'affranchir de certaines légèretés qui font que la corporation elle-même n'est pas respectée. Mais bien sûr, nous allons parler, mais il n'y aura rien. Il n'y aura rien parce que c'est l'image que nous reflétons qui fera qu'on va vous donner la marge ou non. Donc il faut que les gens comprennent que ce n'est pas la peine de pécher pour sa chapelle. Il faut viser quelque chose de plus grand qui concerne nous tous, parce que c'est quand on écrit, qu'on crée l'espace pour l'ensemble que chaque individu finit par avoir sa marge. Donc il faut que vraiment on revoie toute l'organisation de la société, depuis le bas jusqu'en haut. Et la dernière fois, j'ai même publié un article où un ami est venu d'Europe. Et puis bon, je le reçois pour un déjeuner et il dit, mais Luc, mais écoutez, le pays est en train d'évoluer, l'homme évolue, il y a les routes, il y a l'aérogare, je dis oui, c'est vrai, tu as raison, à l'œil nu, on voit ça. Et il ne fait même pas 5 minutes avec moi, il dit, mais est-ce que tu as constaté le niveau de dépravation de nos mœurs dans la ville? Est-ce que tu vois comment les gens, des diplômés qui sont sur les motos, qui font des taxis-motos et qui embêtent les gens, qui font des dépassements bizarres, etc., etc. Je dis, bon ben voilà, en moins de 10 minutes, voilà, tu fais 2 constats contradictoires. Non, pas même d'avis, mais ça dit c'est 2 constats contradictoires. On investit par exemple dans les infrastructures au lieu d'investir d'abord dans l'humain. Or, c'est l'homme qui crée son environnement. C'est l'homme qui organise son environnement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut revoir même le système même de l'éducation. Renforcer le système de l'éducation. Plutôt que de construire, par exemple, la clôture d'université, mais veiller d'abord à garnir les bibliothèques de l'université. Faire en sorte que les gens qui sont donc la mesure de toutes choses puissent avoir le contenu riche nécessaire. Après, maintenant, s'ils sont capables de générer des ressources, mais l'État même fonctionne avec toi, c'est avec le labeur du peuple. Donc plus le peuple est performant, plus le peuple est efficace, plus le peuple est conscient des actions qu'il doit mener pour faire développer un pays, mieux il génère les ressources. Et donc l'État, à ce moment-là, a plus de moyens, plus de marge pour pouvoir donc viser le maquillage de l'environnement, etc., etc. Mais si vous avez des individus qui ne sont pas soucieux du devenir même du pays, qui ne savent pas leur marge qu'ils doivent apporter pour la construction du pays, vous avez beau construire des infrastructures, s'il y a moins de choses, ils vont aller brûler tout ça. Parce qu'ils n'ont pas conscience de... C'est-à-dire qu'ils prennent cela comme, en tout cas, un truc qui ne concerne que vous. C'est un peu comme la question de la réconciliation armée-nation, etc. Non, à partir du moment où le citoyen ne se retrouve pas en l'homme, en treillis, quel que soit ce qui lui arrive, il y aura très peu de compassion. Voilà pourquoi, par exemple, on dit on a tiré sur des militaires togolais, mais il n'y a pas de compassion au sein de la masse. Et ce n'est pas normal. Parce que normalement, nous sommes une nation. Et toutes les composantes de la nation, ce sont les différentes composantes qui font la nation. Et donc, on doit pouvoir évoluer avec un esprit de solidarité, de complémentarité. Il n'y a pas de super-homme, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de... Non, toutes les institutions doivent pouvoir se valoir. Et chacun doit pouvoir s'assumer pour que, bon ben, on ait la marge qu'il faut, sinon, ben, écoutez, cette société-là sera comme ça. On va toujours parler, hein, on parlera, mais ça ne change rien. Parce qu'en fait, ce sont des stéréotypes qui sont ancrés dans les habitudes de vie des gens. Donc, il faut qu'un déclic soit provoqué pour que les gens comprennent de façon progressive leur apport dans le devenir du pays. Mais sinon, je suis désolé, voilà, ils ont posé un acte, ils sont contents, ils bombent le torse, mais au même moment, les retombées sur le pays, demain, seront
aussi désastreuses, parce que c'est des milliards qui vont passer. S'il y a des investissements qui devaient venir, et on dit, ah non, la liberté de presse est compromise dans le pays, mais ce n'est pas Ferdinand Haïté qui va en pâtir. Non, mais c'est le pays lui-même. C'est des ressources qui s'évaporent de cette manière-là. Il faut que chacun mesure la portée de l'acte qu'il pose chaque fois qu'il est à un poste de gouvernance, ou même dans la petite marge de vie qu'il a. Il faut qu'il comprenne que plus il pose des actes sains, mieux il contribue au meilleur devenir du pays. Voilà. Merci beaucoup, Ferdinand. Je pense que Lucas tire l'essentiel. Moi, pour revenir sur cette sanction arbitraire et quand même assez scandaleuse, elle ne nous touche pas fondamentalement. Parce qu'en fait, on n'a pas de publicité, on n'a pas d'engagement. On n'a pratiquement rien qui puisse nous pénaliser aujourd'hui par rapport à cette sanction-là. Mais en plus de ça, le journal alternatif même, c'est un modèle économique que les gens ne perçoivent pas. Lucas dit quelque chose d'assez important. Travailler, avoir une vision pour se mettre à l'abri de certaines choses. Les gens ne se rendent pas compte de comment est-ce qu'on arrive à tenir à l'alternative depuis des années. C'est un modèle. Je n'ai pas besoin de venir décortiquer ici sur la place publique comment ce modèle tient. On dit souvent, il y a un adage qui dit, ne montrez jamais à quelqu'un comment vous gagnez votre pain. Il ne va pas vous arracher le pain, mais c'est la boulangerie qui va fermer pour que vous n'ayez jamais du pain. Et donc c'est un modèle. Même l'émission qu'on est en train de faire ici, c'est un modèle. C'est un modèle de nouveaux médias, vous voyez. Et donc, les gens ne savent pas comment on tient. Et donc, c'est ce travail-là, cette vision-là, ce projet-là qu'on écrit pour nous mettre à l'abri de tout ce qui peut nous pousser vers des compromissions. Donc, moi, je suis libre, je suis un libre penseur. Comme quelqu'un me reproche, mais pourquoi j'ai pris une plume pour parler au président de la République, je ne lui dois rien, je ne dois rien à personne. C'est pour ça que quand moi je suis sur les médias... que c'est lui qui t'a provoqué. Oui, c'est lui, oui. Si quand je suis sur les médias, moi si je suis sur les médias, tout le monde sait que je parle la langue de bois. Moi je parle, parce qu'à la sortie de l'émission, personne ne m'appellera pour dire « Ferdinand, pourquoi tu as dit ça hier, tu étais avec moi, on t'a donné 100 000, tout ça. » Je m'en fous. Moi je ne suis redevant à personne, à part moi-même. La preuve, dans ce pays, il y a des personnalités qui ont cherché à me voir. J'ai dit non. Parce que je ne dois rien à personne. Et ces personnalités me respectent comme telles. Ils disent, ah, lui, il est comme ça, il est sur ses principes. Moi, je fais mon travail. Et puis pour le reste, bon, je n'ai pas besoin d'aller faire le salam alek à quelqu'un, tout ça. Parce que la manière dont j'ai été formé, d'où je viens, les épreuves que j'ai traversées m'ont appris à comprendre que dans la vie, il y a toujours une solution à tout problème. Il y a toujours une solution à tout problème. Mais si vous vous laissez abattre par les problèmes, vous tombez dans la fatalité, les gens vont se moquer de vous. Et je disais pour rire à quelqu'un, mais la HAC a sanctionné le journal pour 4 mois, c'est peut-être normal. Parce que moi, je donne des coups. Tous les jours, je sors les dossiers, je donne les coups. Les gens vont trouver les moyens pour me donner aussi des coups. C'est normal. Bon, pour moi qui suis je ne sais pas comment on dit ça, qui a longtemps fait les arts martiaux, je sais que quand tu es sur un ring, tu donnes les coups, on te donne les coups. Donc, je fais les dossiers, ça compromet les gens, ils vont chercher à te donner des coups. C'est normal. Mais ces coups qu'on me donne là ne doivent pas m'amener à abandonner. Il faut continuer parce que c'est le travail qu'on est là pour faire. J'ai une amie qui a Mediapart, qui écrit beaucoup sur le CFA, qui a fait beaucoup de dossiers sur Gbagbo, Fanny Pigeot, qui a eu des problèmes avec Bolloré. Ils sont allés à la justice au niveau de Mediapart. La dernière fois, elle a gagné le procès. Elle m'a envoyé le lien. Elle dit, Ferdinand, j'ai gagné contre Bolloré. Elle m'a envoyé le lien. Je travaille avec elle sur plusieurs projets. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça. Il faut rester droit dans ses bottes. Et quand on fait notre métier comme ça, ce qui rend exceptionnel un journaliste, c'est sa capacité à être teigneux dans les dossiers qu'il fait. Moi, je pense que c'est ça. Il faut toujours pousser le bouchon loin. Ce n'est pas... c'est vrai que dans nos pays, c'est risqué. Mais la particularité, c'est quelqu'un qui va y fouiller partout pour sortir ce qui est caché et le montrer aux populations, pour que les gouvernants puissent vraiment, je ne sais pas, se corriger. Donc, nous, on fait notre travail. Et si demain, on décide même de nous retirer le récépissé, parce que c'est comment vous appelez ça, l'épée de Damoclès qu'on agite. Si des gens se permettent même de dire, quelqu'un l'a dit à la réunion de la HAC en disant, oui, il faut leur retirer le récépissé. Voilà, donc en nous retirant le récépissé, lui, sa santé va s'améliorer, il va devenir peut-être beaucoup plus solide. Vous voyez, même si on nous retire le récépissé, on ne va pas nous retirer les espaces de liberté. Non. Nous allons continuer par parler. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la presse écrite, c'est un gouffre financier. Ils ne le comprennent pas.
Et ils ne le comprennent pas. C'est un gouffre financier. Vous n'avez jamais un retour sur l'investissement par rapport à ce que vous investissez. Mais les modèles économiques comme aujourd'hui, créer des pages YouTube, faire des émissions, des débats, ce sont des modèles rentables parce qu'une fois que vous monétisez votre page, il y a de l'argent qui vient, il y a des visiteurs. Donc les gens ne sont pas avec le temps. Ils sont toujours dans un monde, comme Luc l'a dit, un monde des années 60. Ils pensent que bon, c'est au temps où bon, on dit tout le monde attend à 20h pour regarder la télévision, tout le monde attend 19h pour écouter Radio Lomé ou Radio Cara. Ça n'existe plus. Vous voyez. Et ces radios-là même ont disparu de l'espace. Personne ne les écoute aujourd'hui, à part quelques anciens qui continuent de les écouter. Donc, voilà ce à quoi. Mais nous devons lutter, continuer par nous battre pour les espaces de liberté. Parce que c'est important pour nous-mêmes et pour le pays. Les populations doivent être informées. Les dirigeants eux-mêmes doivent être informés. Et qui peut faire ça? C'est la presse. C'est pour ça que la Constitution garantit, la Constitution reconnaît que la presse est un pouvoir et donne les moyens à la presse de faire son travail. Et donc moi je suis de ceux qui pensent que à un moment donné, il faut que les journalistes acceptent de faire les sacrifices. Si demain vous dites aux journalistes, les 150 millions qu'on vous donne comme aide de l'État à la presse, qui vous reviennent à 500 000, 300 000, sacrifiez ça pour avoir une maison de la presse. Les gens vont vous dire non, non, pourquoi lui dit ça? Que nous, on n'a qu'à partager l'argent. Parce que les gens, depuis les années, à Lomé 2, ils étaient habitués à aller sous les arbres pour se faire partager l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Luc parlait de culture. C'est de ça que je vais parler. N'oubliez pas que le régime a duré longtemps, a des effets sur la mentalité des gens. L'état d'esprit. Et on n'a qu'à partager l'argent. C'est le raisonnement des gens. On n'a qu'à partager l'argent, point. Mais ils oublient que cet argent-là, en le mettant dans un panier commun, on peut faire quelque chose qui va être profitable pour toute la communauté. Mais quelqu'un te dit, partageons l'argent. Dès que lui sort, il prend une fille, il boit à Oyo, il tire un coup, l'argent finit. Et puis, ces problèmes recommencent. Donc si demain vous dites par exemple aux organisations de presse, allez voir le ministre des Finances, allez voir le ministre de la Communication, dites les 150 millions, on n'en veut pas. D'ailleurs c'est peu, mais on n'en veut pas. Nous voulons que vous les gardez, on va acheter des terrains. L'année qui arrive, s'il y a un peu d'argent, on va demander au gouvernement, on va commencer par construire une maison de la presse. Et puis nous allons faire le lobby auprès des ambassades, petit à petit, en 2-3 ans, on aura un projet. C'est ce que Luc appelle vision. Mais les gens ne vous diront pas ça. Les gens vont dire non, on n'a qu'à partager. Et puis là, on vous prend au sérieux. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on vous dit, ah, vous n'avez plus un problème de ventre. Ça veut dire que vous avez de la vision, vous avez envie de quelque chose de plus grand que vous. Et donc là, on ne peut que vous respecter, voyez-vous. Mais quand vous êtes réduit à un problème de ventre, ou vous êtes obligé de ramper pour aller dire, ah, aujourd'hui, je n'ai pas de carburant. Et on vous glisse des petits trucs. Mais en contrepartie, vous n'avez plus votre liberté. Vous la vendez systématiquement parce qu'il n'y a jamais de gratuité. Lorsqu'on vous donne un cadeau, il faut être sûr que vous perdez quelque part. Celui qui vous donne demain, vous lui êtes redevable. Lorsque demain, il est capricieux, vous ne pouvez pas lui dire, ah non, par rapport à la vision de la République, vous êtes capricieux, je vous dénonce, vous ne pouvez pas. Il va vous rappeler votre passé. Voyez-vous? Et puis pour ce qui concerne vraiment cette RAC-là, il y a un langage qui revient souvent. Je reprends un peu ce que le président de la RAC a dit comme conseil aux organisations de presse, les conviant à inciter ou à pousser leurs membres au professionnalisme. Je dis, ben écoutez, les gens savent bien parler français en tout cas. Mais écoutez, quel est le rôle de la RAC? Si votre vision est d'améliorer le niveau de performance et de prestation du monde de la presse, et vous êtes des régulateurs, ça veut dire que vous êtes les premiers concernés par le besoin de professionnalisation de la presse. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? À part les sanctions aveugles. Les séminaires. Ah, voilà, à part les sanctions aveugles, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, l'approche humaine est vraiment fondamentale dans le redressement des gens. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas comment un président de la RAC peut être à son poste sans avoir à appeler de temps à autre le directeur de publication pour ne serait-ce que des causeries informelles, pour faire l'état des lieux du niveau de la presse, par exemple. Avec courtoisie et élégance, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Vous instaurez une complicité, une amitié. Vous valorisez les qualités humaines. Et c'est ça le leadership. À partir du moment où vous avez instauré une amitié, une complicité entre les membres de la RAC, de la presse dont vous dépendez, mais supposons que demain, il y a un problème avec Liberté ou Alternative, vous appelez, comme vous appeliez justement Ferdinand Haïté, mais il vient, il dit, mais attends, voilà, mon frère, ici, là, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, il y a déjà une prédisposition à écouter.
Mais lorsque de façon systématique, vous êtes avec une hache dans une position d'attaque, bien sûr que vous braquez vos partenaires. Et quand vous les braquez, le message lui-même aura du mal à passer. Voyez-vous? Et donc, on ne sait pas, je ne comprends pas comment vous pouvez faire évoluer une presse, si vraiment votre ambition est de la faire évoluer, sans mettre un peu de valeur humaine, sans mettre de la pédagogie, sans vous mettre à la disposition. Moi, je ne comprends pas. Je me dis, mais il y a un problème. Et puis aujourd'hui, la connaissance traîne partout. Ça traîne sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur Google. C'est-à-dire, comment manager les gens, comment diriger les gens. Les gens ont été tellement généreux qu'ils mettent tout ça là à leur valeur. Et puis ce sont des patterns comportementaux, c'est-à-dire qu'ils ont déjà vécu ça et ils transposent ça, ils vous donnent ça gratuitement. Vous n'avez juste qu'à taper et à lire un peu de curiosité. Voilà, et à ouvrir donc votre esprit. Vous devenez du coup quelqu'un de plus disponible, de plus agréable, de plus bienveillant. Et c'est ça, ce sont ces valeurs-là que nous recherchons chez nos leaders. Ce ne sont pas des attitudes grincheuses. Ce n'est pas la force brute aujourd'hui qui permet de redresser les gens. Ce n'est pas la peine. C'est pour ça que j'avais contesté, ou je contestais toujours, le fait qu'on recourt au script, toujours avec l'arme, pour venir redresser quelqu'un qui a été à l'école pendant des années, qui s'est formé, qui s'est forgé une identité et qui contribue de façon significative par ses actions. Eh bien, au meilleur devenu du pays, vous lui montrez la force brute pour le redresser. Mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est la HAC qui prend la place justement de l'homme en armes que nous avons contesté pour alors utiliser. Mais Luc, le président de la HAC a dit que, concernant le cas Carlos, dans une interview, qu'en l'arrachant des griffes du SCRIC et en lui retirant le récépissé, on lui a évité la prison. Est-ce que c'est possible, cette déclaration? Votre rôle, c'est quoi? C'est de protéger les journalistes. Mais le principe, c'est quoi? Vous devez d'abord dénoncer le fait que le SCRIC s'ingère dans vos prérogatives. Et deuxième chose, qu'il aille en prison ou que vous l'ayez retiré le récépissé, vous l'avez tué. Le SCRIC, le voulant le tuer violemment, vous l'avez tué doucement, en lui retirant le récépissé. Alors que votre rôle, c'est pas ça. Et donc, quand vous entendez des déclarations comme ça, ça trahit leur état d'esprit, en fait. Et c'est dommage. On est où? Mais moi, ce que je voulais dire, depuis le temps de Yadema jusqu'à ce jour, personne n'a gagné la bataille contre la presse. Personne n'a jamais gagné une bataille contre la presse. La presse, personne. Je me rappelle des 22 engagements où on a dépêché les journalistes à Bruxelles et tout et tout. Personne n'a jamais gagné la bataille contre la presse. Tous ceux qui viennent pour dire on va serrer les vis, on va faire ci, ces garçons-là ils se prennent pour qui? On s'est battu ici, on a fait des marches, on a blessé les gens, on a tiré des gaz lacrymogènes. J'étais à la tête de ce journaliste en danger, mais on l'a tenu. On vous est rentré dedans. Ils sont rentrés dedans. Oui, de façon conventionnelle. On va toujours tenir. Parce que ces espaces de liberté sont fondamentaux pour la démocratie. C'est l'oxygène de la démocratie. Certains individus ne peuvent pas se permettre de dire non, on va fermer ça. C'est pas normal. Et donc, il faut que les gens qui ont des espaces, on leur confie quelques petits espaces de responsabilité. Ils n'ont qu'à faire très attention à ce qu'il faut. Il y a des gens, on était à la HAC, pendant des années, ils nous ont insultés, traités de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, quand je vois certains, du moins ceux qui sont vivants, ils me font pitié. Il y a des gens à qui nous donnons 5 000 francs dans la rue. Mais ils étaient les tout puissants à la HAC, ils nous embêtaient, ils nous insultaient. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de la capacité de l'homme à se transformer, comme je le dis. Mais si vous avez fait le journalisme, c'est votre formation. Qu'est-ce qui vous empêche, même si vous avez fini un mandat à la HAC, de monter une entreprise et de travailler? Tant que vous avez de la force. Comment est-ce que vous allez vous laisser finir votre vie comme un clochard alors que vous avez eu des responsabilités entièrement dépendant du salaire? Oui, dépendant du salaire. Et donc voilà, donc les gens doivent réfléchir et les gens doivent se projeter, les gens doivent avoir des modèles, des références, plutôt que de croire que quand on vous donne un petit poste là, parce que vous êtes dans un truc climatisé, vous avez le pouvoir d'appuyer sur le bouton. Avec voiture de commandement. Voiture de commandement, vous pensez que bon, vous pouvez piétiner les autres citoyens, vous pouvez marcher sur eux en disant aujourd'hui c'est nous. Non, donc voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et la HAC, il faut la recomposer, il faut voir le profil des gens qui y vont, mais les organisations de presse ont beaucoup de choses à faire. Les ministres de la communication ou des communications, quand ils viennent, chacun vient, il revoit le code. Leur priorité, c'est toujours le code. Mais ils ne voient jamais les structures à mettre en place. Au moins, un ministre peut dire, moi, ma priorité, je suis arrivé. Est-ce qu'il y a une maison de la presse? La presse, parce que, voyez-vous, tous les ministres aujourd'hui ne vont que parler sur les médias privés. Quand vous voyez
tout le programme qu'on fait chaque semaine là, télé sur Nana FM, télé sur Victoire, télé sur Zéphi, télé sur ceci, ils font le tour comme ça. Ils vont même parler même sur les médias web aujourd'hui. Bien sûr. Mais personne ne se pose la question de savoir ces médias là, c'est où leur maison. Moi, je suis ministre de la communication, je vais me battre auprès du président pour qu'au moins on puisse dégager de l'argent sur le budget de l'État pour doter la presse d'une maison de la presse. Parce qu'aujourd'hui, nous avons recours aux médias privés. C'est ça l'identité, c'est ça le leadership. Voilà. Plutôt que de venir dans des conférences pour commencer par insulter les journalistes, vous écrivez n'importe quoi, on invite certains avocats pourris, dont on connaît les dossiers sales, qui viennent aussi insulter les journalistes. Vraiment. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous-mêmes, nous devons... Mais dans quelle corporation il n'y a pas de brebis galeuses? Il y en a. Dans quelle corporation? Encore que parmi les auxiliaires de justice, il y en a partout. Et que c'est ces gens-là qu'on invite pour venir faire la morale ou la leçon aux journalistes en disant oui, ils bombent le torse, que la presse a fait ci, la presse a fait ça. C'est parce que nous-mêmes là, nous prêtons le flanc que des gens qui, moralement, ne peuvent même pas venir tenir certains propos à notre égard, se permettent de venir faire la leçon. Vous comprenez? Et moi, je refuse ça. Et nous refusons ça. Et je suis sûr que Luc aussi refuse ça. Vous voulez nous parler? Vous nous parlez avec respect. Vous nous manquez de respect, on vous cogne. C'est ça. Parce que, non, je te dis la vérité. Oui, c'est ça. Personne n'est le garçon de course de l'autre. Si vous nous manquez de respect, on vous manquera de respect. C'est tout. Nous faisons notre travail, on le fera bien. Mais si quelqu'un s'invite dans notre corporation, et moi je suis dans une réunion, quelqu'un prend la parole pour commencer par, je sais pas, dénigrer la presse, quel que soit son rang, je prendrai la parole, je lui dirai ce que je pense. S'il n'est pas d'accord, il peut sauter à l'air et caler. Le reste, je m'en fous. C'est ce que je dis, il faut être jaloux justement de nos institutions, etc. Mais pour tout dire, en fait, moi je suis un peu, je suis un peu dérangé parce que moi, honnêtement parlant, je vais être très sincère, parce que quand la nouvelle équipe gouvernementale a été mise en place, d'abord, quand le président de la République a eu son 4e mandat, et il y avait un vide depuis des mois. Et j'ai contesté cela, mais je me suis dit, il n'est pas aussi myope pour comprendre, pour manquer de comprendre les urgences et tous les problèmes qu'il y a dans le pays. Et donc, au bout, je me suis dit, il a mis du temps pour pouvoir désormais provoquer un nouveau déclic. Et donc, il a nommé une femme, Premier ministre. Bon, on se dit, c'est sûr qu'il y aura quelque chose qui va changer. Ils ont mis en place une équipe gouvernementale qui n'est pas aussi mal. Bon, je me suis dit, avec toutes les qualités qu'on reconnaît à certaines personnes, bon, ils peuvent faire quelque chose. Et puis donc, moi, j'avais franchement espoir qu'un nouveau déclic va être provoqué à partir de ce mandat-là, parce que le président de la République, quand même, ne peut pas être dans une logique de compilation pure et simple des mandats, mais il doit pouvoir avoir à cœur un besoin de changer véritablement le devenir de ce pays, de construire ce pays-là, etc. Donc, moi, c'était dans cette vision que j'étais. Et j'étais même dans la disposition à véritablement encourager un certain nombre d'actions, parce que je me dis que, franchement, ce pays-là doit sortir de l'ornière. Mais si, au-delà de tout ça, et depuis que cette nouvelle équipe gouvernementale est là, on voit autant d'errements. On constate qu'il y a suffisamment d'ivraies, des gens qui sont des faussaires, en tout cas qui ont posé des actes délictueux, qui commencent à errer et qui provoquent des situations aussi ombrageuses. Mais je pense qu'il y a un problème. Et là, il ne faudrait pas qu'on recule. Je pense véritablement qu'il y a un besoin d'assainir l'environnement, l'appareil de l'État, aussi bien au niveau des institutions comme la RAC et autres choses, que véritablement dans la gouvernance même du pays, de telle manière qu'on puisse avoir un déclic. Le président de la République ne perd absolument rien en libérant ces genres d'espace-là et en faisant en sorte que ceux qui sont là pour poser des actes qui vont en travers peut-être de sa vision, qui puissent les mettre au état de lui. Et donc j'espère véritablement, c'est vrai que cette HAC-là est pratiquement à la fin de son mandat, j'espère qu'on va tirer les leçons de tous les errements qu'on a constatés avec le mandat-là de cette HAC-là, avec toutes les fermetures que Ferdinand a eu la lucidité de rappeler, pour comprendre qu'en fait la mission de la HAC n'est pas de fermer les médias, c'est en fait de les promouvoir. Et pour les promouvoir, il leur faut la subtilité, il leur faut la finesse, il leur faut le génie, il leur faut du leadership pour qu'ils puissent inspirer la confiance du monde de la presse, de telle manière qu'on puisse travailler ensemble au meilleur devenir du monde de cette presse-là, et même de l'ensemble du pays, parce que l'objectif principal recherché, c'est quoi? C'est de fournir à la population des informations de qualité, de telle manière qu'en connaissance de cause, aussi bien les dirigeants que le peuple puissent savoir à quoi s'en tenir.
C'est la presse qui fournit aux dirigeants les informations à partir desquelles ils prennent des décisions pour assurer la gouvernance de l'État. Si on est là dans une logique de museler la presse parce qu'elle critique, parce qu'elle révèle les faiblesses de certaines personnes, je pense que ça c'est malheureux parce qu'on doit pouvoir gouverner par l'exemple. Et si par hasard, ceux qui ont décidé de l'entrée au gouvernement de certaines personnes n'avaient pas tenu compte de certains paramètres, n'avaient pas eu certains éléments les concernant, et la presse les révèle aujourd'hui, il faut plutôt saluer cette presse-là, qui donc montre les dessous des gens qui ont la prétention de gouverner. Parce qu'aujourd'hui, avec toute la connaissance qu'il y a aujourd'hui, on ne peut plus accepter d'être dirigé par des gens qui sont obtus d'esprit, qui n'ont pas la matière, qui ne peuvent pas avoir une plus-value réelle. Moi, je n'accepte pas ça. Donc, je ne respecte l'homme que sur la base de ses qualités, de ses valeurs, de ses atouts et de tout ce que cette personne incarne de mieux que moi et qu'elle puisse alors me tirer vers le haut. Mais si ce n'est pas le cas, si j'ai la preuve que j'ai plus d'atouts que cette personne-là, mais je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi je vais la respecter. Ça, le titre ne me dit pas grand-chose en tout cas. Merci beaucoup, Luc. Ferdinand, un mot pour... Non, je pense qu'on a dit l'essentiel. C'est un débat assez intéressant. Le seul mot que moi j'ai à dire à l'endroit de nos internautes, c'est ceux qui nous suivent, c'est de continuer par s'abonner sur notre page YouTube. Nous passerons les 4 mois de sanctions ici. C'est ici qu'on fera les débats. Luc viendra souvent, d'autres personnes viendront selon l'intérêt des sujets qui seront programmés. On sait qu'à partir d'ici, il y a beaucoup d'impact sur les populations. Il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux, les téléphones intelligents et tout. Et donc, nous remercions tous ceux qui nous ont appelés pour nous encourager, pour nous soutenir dans cette affaire de sanctions. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'émission avec un peu d'humour, quand tu donnes des coups, il faut aussi attendre qu'on te donne des coups. Et ça, c'est... Il y a même le qui disait que, ah non, Ferdinand, tu dois comprendre que ça, c'est la rançon de sa notoriété, parce qu'il fait beaucoup de travail, donc il faut qu'ils attendent à ce que... Exactement. Exact. Donc, dans notre milieu, dans notre monde journalistique, les meilleurs journalistes, c'est ceux qui ont toujours les procès. Je viens de parler de Fanny Pigeot, je parle d'autres journalistes. Dans l'investigation, il y a toujours des procès. Il y a toujours des procès, il y a toujours quelqu'un qui dira oui, mon honneur a été entaché, on a dit si, c'est pas juste, on va traîner telle personne au tribunal pour voir si on peut vraiment rétablir les faits. Vous avez vu depuis 6 mois, Petrolgate, ça tourne, ça continue de tourner, les gens racontent tout et n'importe quoi, les gens font le tour des médias, et ça ne finit pas, même si... Et ils profitent de la fermeture pour être encore plus... La fermeture de l'alternative pour... Exactement. Le tour des médias, comme si eux-mêmes qui prétendent avoir gagné un procès, ils continuent comme si quelque chose les embêtait, quoi. Vous voyez, donc, j'entends tellement de choses, c'est tel qui a remis tel dossier, c'est tel qui a remis tel dossier, comme si, bon, on était au service des officines ou des gens. Ça fait tellement rigoler. Et ça montre en fait que les gens n'ont aucune information, mais les gens veulent s'inviter dans des débats. Vous voyez, les gens n'ont aucune information. Les gens... Un jour, j'ai pris quelqu'un en aparté qui me connaît très bien. Et je lui ai narré d'où est venu ce dossier de Petrolgate, sans lui dire exactement le nom de la personne, la source. La source n'existe pas au Togo. Et la personne n'en revenait pas. Il dit, mais donc ce n'est personne au Togo. Je dis, mais comment ça vous pouvez croire que parce qu'on dit qu'il y a un ministre là, que nous-mêmes nous avons critiqué dans le dossier, qu'on a cogné plusieurs fois. On dit oui, que c'est ce ministre qui a donné le dossier, qui va laisser le dossier au Ghana. Moi, je traverse la frontière pour aller prendre le dossier pour revenir. Je dis, ah bon? Donc si vous savez que je traverse la frontière, la prochaine fois que je vais traverser, vous mettre les éléments, dès que je sors, vous me prenez. Donc, voyez, donc les gens n'ont aucune information, les gens inventent, il faut monter la bulle pour avoir de l'argent, vous voyez. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai écrit sur Facebook que les experts frélatés, les gens, ils sont des journalistes, mais comme nous, ils ne font jamais d'investigation, ils ne font aucune enquête, ils ne font jamais rien. Mais dès que vous sortez un dossier, c'est eux qui deviennent les spécialistes tout de suite. Ils vous décortiquent tout pour démontrer que ce que vous avez dit, vous avez tout faux. C'est eux qui ont raison. Bon, maintenant que nous sommes à la maison pendant 4 mois, j'espère qu'eux, ils vont sortir des dossiers. Voilà. Que nous allons venir commenter avec eux maintenant. Parce que bon, nous sommes à la maison, nous sommes au repos, on a 4 mois, on ne fera plus d'investigation. La critique est difficile. Eux vont sortir maintenant les dossiers et nous allons venir commenter. Vous voyez. Et donc, quand vous voyez tout ça,
vous dites, mais je disais à quelqu'un, c'est celui qui va chercher de l'eau à la rivière qui casse la jarre. Donc nous sommes dans notre rôle. Et quand on prend les coups, on en est fiers, parce que nous donnons aussi des coups. Donc les gens vont chercher à nous cogner. Donc, mais nous, ça ne nous empêchera pas de continuer à donner les coups, parce que nous donnons des coups. Dans l'intérêt nous donnons des coups dans l'intérêt du pays, nous donnons des coups conventionnels. Voilà. Mais les gens, quand ils veulent nous donner des coups, ils nous donnent les coups sous la ceinture. Ce qui n'est pas normal. C'est lâche, c'est lâche. C'est vraiment lâche. Donc, mais bon, nous, on va continuer notre travail. Donc, on remercie vraiment tous ceux qui viennent, ceux qui nous suivent, Luc qui vient souvent, d'autres personnes qui viennent. Nous allons continuer par débattre sur ces genres de supports pour permettre aux populations de comprendre vraiment ce qui se passe dans notre pays. Et nous savons que les gens savent que nous faisons quelque chose pour ce pays. J'ai un ami qui me dit, écoute, quelqu'un t'insultait tellement sur les réseaux sociaux qu'à un moment donné, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il m'écrit, il dit, en fait, officiellement, c'est la mission qu'on a reçue. Et on est payé pour ça. Mais officieusement, Ferdinand, c'est un bon journaliste. Vous voyez? Donc, ça, c'est le Togolais. Vous voyez? Et donc, on ne peut pas continuer par prendre ces choses en compte et ne pas travailler. On continue pas à travailler. Et comme moi je le dis souvent, tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, je ne le lis jamais. Parce que c'est quand tu prendras le temps de lire ces choses... Ouais, tu te bourres l'esprit. Ouais, voilà. Je ne lis jamais. Par exemple, les gens continuent de soutenir qu'il y a un avatar sur Facebook qui s'appelle Faire Lucie, que c'est Ferdinand. J'ai fait des démentis. Moi, je n'ai jamais le temps. Je n'ai jamais le temps d'écouter des émissions, de les découper, de faire des montages, de publier les choses sur les réseaux. Je n'ai jamais le temps. J'aime 1000 fois expliquer ça aux gens. Bon, comme ils ont toujours besoin d'un os à croquer, ils disent toujours que c'est Ferdinand. Voilà, la preuve, quand on a suspendu son journal la semaine, les 2 jours qui ont suivi, Faire Lucie, il a été tellement violent que c'est Ferdinand, que voilà la preuve. J'ai dit, mais je rigole. Et Facebook là, même fermé, c'est ce que j'apprends. Donc, les gens ont toujours des trucs pour s'en prendre à votre personne, mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer à travailler et de travailler dans le bon sens et pour l'intérêt général. Et parfois, dans notre métier, nous avons rencontré des gens qui étaient de l'autre bord, qui ont eu des problèmes que nous avons défendus, qui nous ont dit, vraiment, on ne savait pas que vous étiez utile pour tout le monde. Vous voyez. Et donc, ça va nous donner des leçons. Voilà, c'est tout. Merci messieurs. Je rappelle qu'était avec nous Luc Abaki. Il est journaliste, analyste, chroniqueur. Il est l'SDG du groupe Submédia LCF City FM. Merci Luc d'être passé. Je reviendrai toujours. D'accord, merci beaucoup pour la promesse. Ferdinand, merci beaucoup. J'encourage Luc, qui aujourd'hui a une plume assez pertinente, assez appréciée sur Facebook, à aller aussi vers des modèles comme ça. Parce que quand on écrit sur Facebook, on fait de longues réflexions, on le fait dans la nature. Il faut que la réflexion aille beaucoup plus loin. Et Luc a géré une grosse boîte. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que Luc même crée sa propre vitrine médiatique. Parce qu'il est connu aujourd'hui, il est une personne de référence sur les réseaux sociaux. Il peut créer aujourd'hui sa propre boîte YouTube et faire ces émissions, des éditoriaux, faire des trucs, prendre des positions, faire des débats avec des gens, et il va avoir de l'audience. C'est ce nouveau modèle qu'on veut aujourd'hui. Quand on ouvre demain LCF, quand on ne l'ouvre pas, Luc va exister, sa parole va exister, il prendra toujours la parole. Moi, je pense dans ma tête. Ouais. Il connaît mes projets. Merci beaucoup, merci. C'est la fin de cette émission. Merci aux techniciens. Pour se quitter, retenez ceci, c'est l'écrivain tunisien qui l'a dit. Le jour du jugement est plus dur pour le tyran que celui où l'injustice fut exercée sur l'opprimé. Le jour du jugement est plus dur pour le tyran que celui où l'injustice fut exercée sur le premier. Bonsoir.